Il y a des inquiétudes depuis quelques mois et elles se sont fortement accélérées en juillet sur le marché des prêts hypothécaires américains de mauvaise qualité. Les opérateurs sont inquiets sur la manière dont les pertes qui peuvent se manifester sur ces mortgages vont se répercuter et ils sont un peu dans l'incertitude sur qui sont ceux qui vont rester sans chaise quand les chaises musicales vont s'arrêter. On vous donnera le détail de notre exposition. C'est un sujet sur lequel nous considérons vraiment que notre exposition est ultra minime. Dernier point qu'il faut mentionner, parce que même s'il n'a pas d'impact sur le semestre, il est important sur ce que sera la configuration de l'industrie dans plusieurs années. Vous savez qu'il y a un projet européen sur la redéfinition des normes de solvabilité du secteur. Combien de capital il faut pour avoir le droit de faire un certain volume de chiffre d'affaires? Ça s'appelle Solvabilité 2. Les travaux de la Commission autour de ce thème évoluent de façon, de notre point de vue, très positive pour pouvoir donner à l'Europe et aux acteurs européens des conditions de compétitivité, c'est-à-dire un capital qui corresponde à ce que sont les besoins économiques et pas à autre chose. On a le sentiment, alors qu'on était un peu inquiet au début de l'exercice, instruit par l'expérience des IFRS, qu'en revanche, sur Solvency II, le commissaire McCreevy et ses équipes ont fait un travail remarquable qui est en train de prendre une direction qui est une direction qui va permettre d'avoir un environnement plus favorable pour les consommateurs et plus favorable pour les opérateurs industriels de bonne qualité. La performance d'AXA elle-même, les résultats ils sont solides. Vous avez vu la progression du chiffre d'affaires, 24% tout compris, c'est-à-dire y compris Winterthur. Quand on regarde ce qu'est la progression à périmètre comparable, vous verrez qu'on est très bien aligné avec les objectifs d'ambition 2012. La valeur des affaires nouvelles augmente de 21%. À base comparable, elle augmente de 9%. Le résultat opérationnel augmente de 29%. À base comparable, il augmente de 19%. Et le résultat courant augmente de 21%. Tous ces chiffres sont des chiffres de bonne progression qui montrent que l'intégration de Winterthur se passe entre bien et très bien. Et ça montre aussi que le programme 2012 qu'on met en place continue de se mettre en place de façon satisfaisante et dans certains segments commence à produire quelques effets. Alors si on regarde l'activité en assurance vie, à base comparable, c'est-à-dire en dehors de l'augmentation liée à l'acquisition de Winterthur, les affaires nouvelles progressent de 11%. Vous savez que pour atteindre 2012, il faut qu'on soit entre 7 et 10. Donc on reste un peu au-dessus de ce trend. C'est un petit peu moins fort que l'année dernière, mais ça reste au-dessus du trend. Pourquoi c'est un peu moins fort? Parce qu'il y a deux marchés qui ont performé moins bien que précédemment au premier semestre. C'est le marché français qui est pratiquement flat en APE et c'est le marché japonais sur lequel on est en léger recul. Sur le marché français, c'est ce que j'appellerais la période préélectorale où les gens qui ont des décisions d'investissement à prendre attendent de savoir ce que sont les programmes des candidats et ce que sont les candidats élus pour prendre leurs décisions. C'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres du mois de juillet, au mois de juillet, on est en progression de 25% en vie sur le marché français. Donc on voit que l'élection passée, les affaires reprennent et reprennent dans le bon sens. Sur le marché japonais, c'est un sujet qui est plus un sujet de marché. La réglementation japonaise a changé. Il y a des produits qui avaient un traitement fiscal avantageux, qui étaient nos deux produits phares. Ce traitement fiscal avantageux a été supprimé pour l'ensemble du marché, donc on ne les vend plus. Il y a des produits de substitution, mais ça met un certain temps à se mettre en place. C'est ce qui explique que la croissance soit moins forte sur le marché japonais. Ça ne nous inquiète pas sur le long terme. Le Japon avait été un très fort contributeur à la croissance du chiffre d'affaires et de la profitabilité. On atteint un plateau en attendant de redémarrer. Il n'y a rien de très inquiétant là-dedans. La valeur des affaires nouvelles augmente de 9%. C'est un peu moins que la progression des APE. Pourquoi? Parce que le business mix est favorable, mais géographiquement, on progresse plus dans les pays dans lesquels les marges étaient inférieures à la moyenne du groupe. Donc ça explique ce léger écart. Et puis aux États-Unis, sur des produits traditionnels d'assurance décès vendus à des personnes de plus de 70 ans, on a changé nos hypothèses parce qu'on veut prendre des hypothèses plus conservatrices. Ça a eu un petit effet temporaire sur la valeur des affaires nouvelles. En dommages, le marché dommages est un marché très intéressant parce que beaucoup de gens pensaient qu'on allait revenir au cycle du passé avec des baisses de prix fortes, des augmentations fortes de ratios combinés. Premier semestre montre, notre ratio combiné se détériore un peu, il se détériore d'1,6, il reste inférieur à 100, ce qui veut dire que les affaires restent extrêmement profitables. Mais ce qu'il est intéressant de regarder surtout, c'est que les événements naturels expliquent 3 points de dégradation. Donc s'il n'y avait pas eu les événements naturels,
le ratio combiné aurait continué de s'améliorer. Il y a de temps en temps des événements naturels, il n'y en a pas toujours. Donc on voit qu'on reste dans une situation très saine. Et ce qui est intéressant, c'est que le chiffre d'affaires progresse à 4%. Notre fourchette de long terme, c'est 3 à 5. On est à 4, ce qui veut dire, quand on regarde les chiffres d'affaires des concurrents, la plupart des concurrents à base comparable en dommages sont flat. Quand on est à 4% de progression, ça veut dire qu'on gagne des parts de marché partout. Il y a un chiffre particulièrement significatif qui est le marché français, sur lequel on a gagné 62 000 polices d'assurance automobile sur le premier semestre. C'est un chiffre très élevé. Et ce, avec une politique de tarifs qui reste une politique de tarifs extrêmement raisonnable. Donc le dommage va bien. En gestion d'actifs, les marchés peuvent être turbulents, mais la performance est excellente. 22% de croissance. Une croissance des actifs sous gestion, une collecte nette qui a été de plus de 30 milliards d'euros, à peu près 30 milliards d'euros sur le semestre, venant à la fois d'Allianz Bernstein et de AXA IM, et des résultats opérationnels, des ratios d'exploitation qui continuent de s'améliorer, donc une situation saine. Tout ça, ça conduit à une forte croissance du résultat opérationnel, 29% tout compris, dont une partie vient de Winterthur, 288 millions d'euros. Et pour Winterthur, c'est en ligne avec ce qu'étaient ses résultats au cours des exercices ou des semestres précédents. Et vous noterez que la contribution de Winterthur est une contribution donc purement opérationnelle. Vous verrez tout à l'heure, Winterthur ne contribue pas aux plus-values, puisque dans le bilan au 31 décembre, on a intégré les actifs de Winterthur à leur prix au 31 décembre. Donc il n'y a pas de stock de plus-value pour le moment sur Winterthur. Donc une bonne performance opérationnelle, et les activités qui étaient chez AXA l'année dernière, qui sont toujours cette année, continuent d'avoir une performance forte, 19% de progression du résultat opérationnel. Tout ceci conduit quand on regarde le mix géographique du groupe, à se convaincre que les sources de résultats sont des sources bien diversifiées. Bien sûr, il y a deux gros réacteurs sur les moteurs qui sont la France et les États-Unis, mais il y en a un troisième qui est maintenant l'Europe du Nord et de l'Est, parce qu'avec la Suisse qui est rentrée dans le périmètre, l'Allemagne qui a maintenant un niveau de profitabilité extrêmement satisfaisant, et la Belgique, on a, je dirais, un troisième ensemble opérationnel qui produit entre 5 et 600 millions de résultats par semestre, ce qui est bien. Et puis, le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique, la région Méditerranée, la gestion d'actifs ont aussi des contributions très significatives. Le seul endroit où il y a un petit recul, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est évidemment expliqué par les catastrophes naturelles dans ce pays. Vous savez que les inondations en Angleterre sont les plus fortes qu'ils aient connues depuis 30 ans. Donc c'est d'une certaine manière comparable à ce qu'avaient été en 1999 les tempêtes françaises. Ce n'est pas une dégradation structurelle du marché, c'est un marché qui est très fortement frappé à un moment donné par des événements climatiques qui sont des événements climatiques exceptionnels. Derrière, ça a des conséquences en matière de politique de tarifs. Sur ces segments de produits, les prix augmentent maintenant entre 5 et 10%, et donc les années suivantes permettront de revenir assez rapidement à un niveau de profitabilité très intéressant. En termes de résultats courants, le résultat courant augmente de 14%. La différence entre l'opérationnel et le courant, c'est les plus-values. Le volume des plus-values qu'on a réalisé au premier semestre est à peu près le même que ce qu'on avait réalisé au premier semestre de l'an dernier. On donne toujours au marché une fourchette indicative qui est entre 800 millions et 1 milliard de plus-values par an. L'année dernière, on avait fait 1,1 milliard. Vous voyez, on a déjà fait à peu près 750 millions d'euros sur le premier semestre. On a 7 milliards d'euros de plus-values en stock revenant aux actionnaires sur les actions. Donc vous voyez qu'à la fois, compte tenu de ce qu'on a réalisé au premier semestre, compte tenu de ce qu'est le stock, on est extrêmement serein sur ce que peut être la performance annuelle à cet égard. L'intégration de Winterthur, elle est en bonne voie. Le siège de Winterthur est fermé. Je vous rappelle qu'on est devenu propriétaire que depuis le 1er janvier. Donc fermer le siège social d'un groupe multinational en 6 mois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Sur le plan social, à peu près 95% des salariés du siège sont reclassés. Donc là aussi, ça montre que dans les pays dans lesquels il y a un marché du travail fluide, les sujets sociaux ne se posent pas. Deuxième chose, les négociations sociales dans les différents pays sur, je dirais, les réductions d'effectifs liées à la nécessité d'extraire des synergies sont très bien avancées partout. Elles n'avancent pas au même rythme. L'Allemagne est toujours un peu plus longue sur ces sujets que d'autres pays, mais elle n'en est pas pour autant moins efficace. De ce côté-là, tout va bien. La croissance organique de l'activité est correcte. Le sujet maintenant que nous avons, ce n'est pas tellement l'extraction des économies, c'est plus la dynamisation des affaires.
il va nous falloir un petit peu de temps pour amener les activités de Winterthur au niveau de croissance de ce qu'étaient les activités d'AXA. C'est ce qu'on avait prévu. Ça va se faire au rythme de renouvellement des affaires. Il y a des choses qu'il faut regarder de près. C'est les campagnes de renouvellement en dommages en Allemagne et en Suisse entre la fin de l'année, entre septembre et janvier de l'année prochaine. C'est le rythme d'introduction des nouveaux produits en matière d'assurance vie. Tout ça progresse très normalement et très bien. Le programme de restructuration, l'extraction des synergies, on a extrait au premier semestre à peu près 2/3 des synergies qu'on pensait extraire sur l'année, qui elles-mêmes ne représentent que 40% des synergies qu'on extraira à terme. Et en termes de consommation des charges de restructuration, on est là aussi parfaitement en ligne avec les plans. Il n'y a pas que l'intégration de Winterthur, le reste du groupe continue de se développer. Et je voudrais dire un mot de ce qu'on fait en matière de distribution de produits, de gestion du risque et de ressources humaines. En matière d'extension du périmètre du groupe depuis le début de l'année, il s'est passé trois choses très significatives en externe. L'accord avec Montepaschi Montepaschi sur l'assurance vie et l'assurance dommage en Italie. On a maintenant une bonne position sur le marché de l'assurance vie en Italie. On pense que c'est un excellent partenaire. On travaille maintenant depuis plusieurs mois ensemble et les choses avancent extrêmement bien. Vous verrez d'ailleurs que les chiffres, les chiffres d'activité sur le marché vie italien pour le premier semestre sont des chiffres qui sont de bonne qualité. On a lancé le produit accumulateur en Italie sur nos propres réseaux. On va le lancer sur Montepaschi. Tout ceci augure bien de la suite. On a pris une position, je dirais, en chassant ensemble avec la BNP sur le marché ukrainien. C'est un pays qui est nouveau pour nous. Ça correspond à une prise de risque dans un territoire dans lequel on n'était pas, mais dans notre cœur de métier. Quand on regarde les sources de croissance en Europe, on s'aperçoit que les pays d'Europe centrale, et pas seulement tout à fait ceux qui sont dans la communauté économique européenne, sont des marchés qui sont en train de se normaliser et qui ont des taux de croissance forts. On est maintenant le numéro 3 du marché de l'assurance dommage en Ukraine. C'est des montants qui sont petits, mais c'est des montants qui augurent de taux de croissance très importants. On a enfin passé un partenariat avec la deuxième banque grecque sur la banque assurance. Ça montre, quand on regarde Montepaschi, quand on regarde ce qu'on a fait en Grèce, qu'en matière de banque assurance, il n'est pas nécessaire d'acheter la banque pour faire des affaires, point numéro 1. Point numéro 2, qu'AXA est un nom très attractif pour des partenaires locaux forts et de très bonne qualité quand il s'agit de trouver de la ressource en matière de produits, de dynamisation de la distribution. On en est très content parce que c'est une source de croissance importante pour le futur. Au-delà de ça, on continue à avancer sur nos propres réseaux. On vient d'annoncer en France l'acquisition de la Nationale Suisse. C'est un petit portefeuille, mais c'est quand même 150 agents, 250 courtiers ajoutés à notre réseau de distribution. Et ben, c'est 150 agents. Quand on en a déjà un peu plus de 3000, c'est pas forcément une addition négligeable. Là aussi, ça fera de la croissance dans le futur. On achète des courtiers dans le dommage au Royaume-Uni parce qu'on veut renforcer nos positions dans l'assurance des PME-PMI. Ça nous semble aussi une bonne initiative. Et on se renforce dans les canaux de distribution. Faut pas dire moderne, faut dire nouveau, c'est-à-dire le direct et l'Internet. On a acheté SwiftCover en Angleterre, on a acheté le premier assureur direct en auto coréen, et on a acheté en Hongrie une plateforme de banque directe qui s'appelle Elabank, qui va nous permettre là aussi de faire de la transformation d'épargne courte en produits longs. Sur les produits, on continue les lancements des produits qui marchent bien. Le produit Variable Annuities avec des garanties, qui est le produit qui marche très bien aux États-Unis. Vous voyez qu'on le lance sous des versions légèrement différentes dans les différents pays européens. On a lancé depuis le 1er janvier, alors pas seulement l'Europe, le Japon en yens, l'Espagne, la France, où ça s'appelle Capital Ressources, je vous conseille de le souscrire, la Belgique et l'Italie. Il y a 5 nouveaux lancements prévus d'ici la fin de l'année. Il y en aura 3 de plus en 2008. Vous voyez que ça continue. Gestion du capital, qui est un sujet important, parce que pour avoir une bonne profitabilité, il faut non seulement produire les résultats bruts, il faut aussi essayer de les produire avec un montant de capital qui soit optimisé. On a cédé les activités hollandaises et les activités de Winterthur aux États-Unis, parce que les unes comme les autres n'étaient pas des activités dans lesquelles, même si elles étaient très profitables à court terme, le potentiel de croissance et la taille critique étaient pour nous convaincants. On a redistribué aux actionnaires un peu plus de 3 milliards d'euros sous forme de dividendes et de rachat d'actions ou
de rachat d'instruments dilutifs comme les convertibles. On a continué nos programmes de titrisation, ce qui montre bien que c'est un marché qui va se développer et sur lequel on est relativement en avance par rapport au reste du marché. On a continué à gérer nos actifs de façon très attentive, notamment les expositions aux catégories d'actifs à risque, et Denis vous en reparlera. Solvabilité 2, j'en ai déjà dit un mot. Tout ceci se traduit par une note de solidité financière qui a été relevée par les agences de rating et par un risk management qu'elles ont jugé excellent, et nous appartenons à la petite minorité d'acteurs qu'elles ont jugé être à ce niveau. Sur la partie ressources humaines, on a fait quelque chose qu'on estime important financièrement et très important symboliquement. Tous les salariés d'AXA sont aujourd'hui actionnaires du groupe. Il n'y en avait que la moitié au 31 décembre. Ils détenaient 5% du capital du groupe. Aujourd'hui, tous les salariés d'AXA dans le monde sont actionnaires, puisqu'ils ont tous reçu, sauf ceux qui avaient des quantités importantes d'options, 50 actions, entre guillemets, gratuites, pour les remercier du fait que sur 2005 et 2006, on était en avance par rapport au projet Ambition 2012, et ils savent qu'il y en aura 50 de plus si 2007 et 2008 nous permettent de continuer à être en avance et en ligne avec ces objectifs. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant que Denis ne rentre dans le détail des chiffres. Vous voyez que c'est un bon semestre et que les épiphénomènes liés aux turbulences de marché ne changent pas la qualité des affaires et leur rythme de développement. Merci Henri. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je vais vous présenter un peu plus de détails sur les résultats. Je ne vais pas commenter ce slide 22 parce qu'il est là, juste, il ne reprend que des chiffres qu'Henri vous a déjà commentés. Et pardon, je suis passé directement au 23, là c'est ça, donc c'est parfait. Il était juste là pour vous dire comment est-ce qu'on comparait 2007 à 2006. Sur la page 23, donc vous voyez que le résultat opérationnel progresse de 19% à base comparable et que cette progression peut s'observer dans tous nos segments d'activité. Vie épargne retraite 19%, dommages 6%, gestion d'actifs 27% et assurance internationale 70%. L'activité vie, donc Henri vous a expliqué que les affaires nouvelles étaient en progression de 11%. Quelques autres points notables. La part des unités de compte dans cette production nouvelles est de 52% contre 49% au premier semestre 2006. On observe une forte croissance sur les États-Unis, 21%, à la fois dans le segment variable annuities, où la progression est de 15%, et dans le segment vie, où la progression est de 64%. La progression est également forte au Royaume-Uni. Elle est également forte en Australie, du fait qu'un changement fiscal à fin juin a conduit les assurés à aller rechercher des contrats avant la fin du mois de juin. Il y a quelques points un peu moins favorables. Vous noterez que la France est à plus 2%. Ce plus 2% est tout de même une bonne performance puisque c'est un plus 2% dans un marché qui fait moins 3%. En assurance vie individuelle, on a fait moins 10% comme le marché, mais nous avons eu une très bonne performance de vente en assurance vie collective. Au Japon, les moins 16%, Henri Decastre vous en a parlé en expliquant qu'il y avait des produits qui avaient un traitement fiscal avantageux, qui étaient deux produits phares pour nous, qui ont perdu ce traitement fiscal et il faut le temps qu'on retrouve des produits de substitution. Sur l'Allemagne, où la performance est modeste, à plus 2, je dirais que la comparaison se fait avec une année 2006 dans laquelle les produits Riester, donc qui sont des produits retraite réglementés, avaient un avantage particulier l'année dernière qu'ils n'ont pas cette année. Notre marge sur affaires nouvelles a baissé d'un demi-point, passant de 22,8% à 21,9%. Progression côté Winterthur, légère régression du côté AXA, pour la raison déjà évoquée par Henri Decastre, que si le mix produit, donc unité de compte, produit à forte marge, est favorable, le mix pays est un peu défavorable, et je vais vous le montrer plus clairement encore dans le slide 26, où vous voyez dans la dernière colonne un signe positif partout, sauf essentiellement aux États-Unis et à Hong Kong. Alors, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que sur les produits variable annuities, donc épargne retraite en unité de compte avec garantie secondaire, on a eu une très bonne performance et une très bonne marge.
Sur les produits vie, on a eu une très bonne performance en volume, mais cette performance en volume s'est faite sur des produits Universal Life vendus pour une large part par des réseaux tiers. Et il y a un phénomène sur le marché américain qui est évoqué dans la presse, qui est que des intermédiaires font souscrire à des personnes de plus de 70 ans des contrats, et ces contrats sont ensuite transférés à des banques d'affaires qui ensuite transforment ça en produits d'investissement. Et donc les hypothèses de rachat de ces contrats qui font une partie de la profitabilité, on les a ramenés à zéro. On a pensé qu'à partir du moment où ces contrats finiraient en d'autres mains que les assurés d'origine, il fallait qu'on fasse des hypothèses différentes. Et donc on a choisi de prendre des hypothèses beaucoup plus conservatrices pour mesurer la profitabilité de ces contrats dits Universal Life sur le marché américain. Sur le Hong Kong, rien d'alarmant, donc une baisse de la marge de 7,9 points qui est liée au fait dans un pays où la marge est très élevée, puisque la marge reste à 49%, on a eu une substitution avec un fort succès de nos ventes sur des produits d'épargne en unité de compte avec une marge plus faible et sur des produits d'assurance collective avec eux aussi une marge plus faible, mais ça ne nous inquiète pas. Pour le reste, vous voyez que à peu près partout ailleurs, la marge continue de progresser et donc ce phénomène est temporaire puisqu'aux États-Unis, on a changé le prix des produits Universal Life à fin juin, notamment pour les personnes avec souscrivant à plus de 70 ans. Et sur Hong Kong, on espère redresser le mix de produits dans la deuxième partie de l'année. Sur le résultat en assurance vie, vous voyez que tous les pays contribuent à la progression du résultat opérationnel à base comparable de 19%. Je ne pense pas nécessaire d'en dire plus à ce stade. Et je vous propose de regarder le segment d'assurance dommage. Tous les 6 mois maintenant, nous donnons des indications sur l'évolution des prix lors des renouvellements qui sont intervenus dans le semestre écoulé. Et ce qu'on peut voir, c'est que si la ligne du milieu, la ligne pointillée horizontale, indique, je dirais, le renouvellement à prix inchangé, vous voyez qu'il y a à peu près autant de drapeaux au-dessus de la ligne que de drapeaux en dessous de la ligne. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une dégradation systématique de l'environnement de prix. Si on prend les colonnes une par une, vous voyez qu'en assurance automobile, le marché se redresse en termes de prix sur le Royaume-Uni, après plusieurs années de baisse des prix, alors qu'on reste plutôt en tendance légèrement négative sur les prix dans la plupart des autres pays d'Europe. En assurance habitation, au contraire, on voit que les prix sont sur une tendance positive du fait qu'il y a de façon régulière des inondations, des tempêtes, etc. et que ça justifie une augmentation de prix de la part des assureurs. Vous voyez en négatif le Royaume-Uni, les inondations du mois de juin et du mois de juillet devraient conduire à renverser cette tendance et à faire ce que les prix se redressent sur l'assurance habitation au Royaume-Uni. Sur le marché des entreprises, là aussi une image contrastée avec des pressions à la baisse des prix, notamment en dommages aux biens. Là encore, en dommages aux biens au Royaume-Uni, les inondations devraient se traduire par un relèvement des prix puisque je dirais l'activité de dommages aux biens des PME sur laquelle nous avons une part de marché importante est une activité qui a été fortement touchée par les inondations du mois de juin et du mois de juillet. En responsabilité civile, plutôt des prix bien orientés à l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Sur le chiffre d'affaires, on a eu une progression qui était satisfaisante du chiffre d'affaires au premier semestre à 4%, qui est plus forte que ce 4% dans deux zones. Le Royaume-Uni, où on a une activité commerciale qui reste très importante, avec une progression de 8%, on gagne des parts de marché. Et puis les pays émergents. Vous voyez la Turquie à 22%, les pays d'Asie à 11%, le Maroc à 20%. Donc, même si le poids des pays émergents dans l'assurance dommage chez AXA reste faible, c'est une zone à forte croissance. Et ce qu'on vient de faire en Ukraine, que vous avez mentionné Henri de Castres, devrait également contribuer à cette forte croissance. Sur l'IRD de entreprise, la progression du chiffre d'affaires a été seulement de 3%. Elle a été de 5% sur les particuliers. On a engrangé au premier semestre 631 000
nouveaux contrats, un contrat supplémentaire en automobile, hors croissance externe, 180 000 en habitation. Donc on a une activité commerciale dynamique et on gagne des parts de marché. Le ratio combiné s'est dégradé puisqu'il a augmenté de 1,6 points, passant à 98,4. Cette dégradation du ratio combiné, elle est largement le résultat du ratio de sinistralité qui a progressé de 1,1 point. Donc il y a eu cette hausse de 1,5 point du ratio de sinistralité en bas du tableau. Il y a eu 3 points sur le ratio de sinistralité courant venant pour plus que la totalité des tempêtes de janvier et des inondations de juin. Et puis, il y a eu une amélioration de 1,6 points liée à des développements positifs sur exercice antérieur, plus fort que l'année précédente. En ce qui concerne les dépenses, le niveau de dépenses est à peu près stable. Il est légèrement augmenté en points à 0,2 points. En fait, les frais administratifs continuent de diminuer et les coûts d'acquisition continuent d'augmenter. Malgré cette dégradation du ratio combiné, on a vu une progression de 6% du résultat opérationnel qui s'est réalisée grâce à une amélioration de nos résultats financiers hors plus-value. Amélioration des résultats financiers venant à la fois d'une augmentation de la base d'actifs et d'une amélioration du rendement des actifs, qui est une des initiatives de notre plan 2012. Et puis, en matière d'impôts, nous avons eu une charge d'impôt inférieure au premier semestre 2007 par rapport à 2006 pour 2 raisons. D'une part, une baisse du taux d'impôt au Royaume-Uni et en Belgique, et d'autre part, la résolution favorable d'un contrôle fiscal en Allemagne. Sur un plan géographique, vous voyez que le résultat de l'assurance dommage progresse partout, sauf dans les pays les plus touchés par les tempêtes et inondations, qui sont la Belgique et le Royaume-Uni, avec une progression donc de 14% pour la France. Si on passe maintenant à la gestion des actifs, vous avez vu que l'activité de gestion d'actifs continue à être très dynamique. On a une progression de notre base d'actifs gérée par AllianceBernstein et AXA Investment Managers de 14%. Cette progression, elle vient d'une collecte nette toujours très forte à 33 milliards d'euros, d'une évolution favorable des marchés financiers au premier semestre, 48 milliards d'euros. Ça veut dire que la montée des actions a eu un impact plus positif que la baisse des obligations. Le transfert des actifs Winterthur pour 61 milliards, un effet négatif du change du fait de la baisse du dollar, et donc une progression au total de 14%. Si on regarde nos 2 asset managers l'un après l'autre, sur AllianceBernstein, on a une forte progression du chiffre d'affaires et une légère amélioration du résultat d'exploitation qui génère une croissance de 21% du résultat, avec une collecte nette de 17 milliards et des actifs sous gestion de 587 milliards d'euros. Chez AXA Investment Managers, une progression qui est encore supérieure du chiffre d'affaires, 28%, une plus forte amélioration du ratio d'exploitation, donc de la productivité, puisque cette amélioration est 2,9 points, se traduisant par une progression du résultat de 35%, une collecte nette de 15 milliards, donc légèrement inférieure à celle de AllianceBernstein, et des actifs sous gestion de 566 milliards d'euros, qui sont donc maintenant très très proches de ceux de AllianceBernstein. Pour passer du résultat opérationnel au résultat net, donc, on a dégagé des plus-values à peu près du même niveau au premier semestre 2007 qu'au premier semestre 2006, donc 736 millions d'euros contre 751. Pour passer à un résultat courant de 3,4 milliards d'euros. Ensuite, pour le passage du résultat courant au résultat net, il y a quelques éléments qui méritent un tout petit peu d'exploitation. Gains ou pertes sur actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur et sur produits dérivés. Ça, je dirais, c'est la volatilité non maîtrisée de certains actifs financiers qui se traduisent en compte de résultats sans que ça ait une signification économique, parce qu'il y a c'est le résultat d'opérations de couverture dont il y a une partie qui apparaît en bilan et l'autre partie en résultat. Ça, c'est le résultat de la hausse des taux d'intérêt. On a un négatif de 182 millions d'euros, un petit peu moins négatif que l'année dernière.
On a les coûts d'intégration liés principalement à Winterthur pour 64 millions d'euros, des opérations exceptionnelles qui étaient positives l'année dernière où on avait eu un gain de dilution résultant de l'exercice de stock option chez AllianceBernstein. Cette année, on a une petite perte. Les activités discontinuées, c'est-à-dire en fait l'activité hollandaise qu'on s'apprête à vendre, donc on ne met pas le résultat dans le résultat opérationnel puisque ça ne sera bientôt plus dans le périmètre d'AXA, donc il y a une norme comptable qui nous amène à mettre ça en résultat, je dirais, en résultat net et pas en résultat opérationnel. Et puis les écarts d'acquisition, donc on a en IFRS, vous savez qu'on n'amortit plus le goodwill, mais on amortit encore les valeurs de portefeuille, ça vient dans le segment vie, mais on amortit aussi la valeur de la clientèle. Donc, on a, du fait de Winterthur et de l'acquisition d'activités de courtage en Angleterre, on a un poste plus négatif cette année. Quelques mots sur le bilan maintenant. Les fonds propres consolidés du groupe au 30 juin 2007 s'élèvent à 45,7 milliards d'euros, une légère baisse par rapport aux 47,2 du 31 décembre 2006. Alors, il y a 5 éléments d'explication, mais vous pouvez constater que en net, ça fait un écart de 1,5 milliard qui est à peu de choses près égal à la première colonne rouge, qui est le changement de juste valeur enregistré en fonds propres, c'est-à-dire la baisse, la montée, l'effet sur notre portefeuille obligataire de la remontée des taux obligataires, donc la baisse de valeur du portefeuille obligataire. Cette baisse n'a pas d'impact économique pour nous, puisque en fait nos engagements à l'égard de nos assurés ont varié de la même façon. Donc c'est un mouvement purement comptable sans réalité économique. Le dividende payé représentait 2,2 milliards, le résultat du premier semestre 3,2. On a racheté des actions, ce qui fait baisser les fonds propres pour 650 millions d'euros. Et puis d'autres éléments pour 20 millions. On a un return on equity, donc un retour sur fonds propres au premier semestre de 21,6%, ce qui montre que le groupe a une bonne performance en termes de profitabilité. Alors, quelques mots sur les actifs. D'abord pour dire que les actifs investis pour le compte des compagnies d'assurance représentent 610 milliards d'euros. Là-dedans, si vous regardez en bas à gauche, il y a 185 milliards d'euros qui sont des contrats en unité de compte, donc dans lesquels le risque est supporté par l'assuré, sauf si on lui donne des garanties. Et puis de contrats with profit au Royaume-Uni pour 33 milliards d'euros, qui sont là aussi des contrats sur lesquels il n'y a pas de risque pour les actionnaires. Donc l'actif général représente 379 milliards d'euros. L'allocation des actifs n'a pas changé au premier semestre 2007 par rapport à 2006. Donc il y a 75% en obligations, 11% en actions cotées, 3% en investissement alternatif. Les derniers mois, les 2 derniers mois ont vu des inquiétudes apparaître sur un segment particulier de ces actifs qui est tout petit par rapport à ces 610 milliards d'euros, qui est le marché des subprimes. Alors les subprimes, c'est des prêts hypothécaires à des personnes qui ont des rémunérations faibles. Et puis il y a une autre catégorie que vous avez peut-être lu dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle US Alt A, qui est une catégorie intermédiaire entre le subprime et le prime, donc pour des gens qui sont un tout petit peu plus riches, mais encore pas très riches. Donc on a au total un peu plus de 2,2 milliards d'euros d'actifs dans ces catégories. Il y en a, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire qu'il y en a 92% qui sont notés 3A et 2A, qui n'ont pas eu de baisse de notation récente et dont le prix de marché n'a pratiquement pas bougé. Ensuite, les gens se préoccupent, ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a une préoccupation particulière pour les prêts émis en 2006 et 2007, puisqu'ils ont été émis à une période où les marchés immobiliers étaient au plus haut, donc les garanties des banques, qui sont les appartements ou les maisons, au moment où le marché immobilier se retourne, sont plus faibles. Dans ces catégories-là, on a 90% en 3A,
noté 3A, 9% noté 2A et seulement 1% noté A ou moins. Et sur les prêts de 2006 et 2007, qui représentent 1,4 sur les 2,2, donc la partie qui est à risque pour nous, c'est 1%, c'est-à-dire à peu près 14 millions d'euros. Et sur la partie, sur le total, on pense que nous sommes dans une position qui est extrêmement favorable et on n'a pas d'inquiétude particulière sur ce portefeuille. Ce portefeuille en valeur de marché n'a pratiquement pas décoté, alors même que la cotation de marché de ces actifs, elle est, je dirais, aujourd'hui un peu artificiellement décotée par les inquiétudes qui peuvent se faire jour sans qu'il y ait en sous-jacent quelque événement de crédit que ce soit. Autrement dit, il n'y a pas eu, sur nos portefeuilles, il n'y a pas eu de downgrade d'aucune tranche d'actifs. On ne voit pas d'augmentation des défaillances, et la décote est très faible. En traitement comptable, il y a 83% qui passent directement en bilan, 17% en compte de résultat sur ce portefeuille de 2,2 milliards d'euros. Et quand ça passe en résultat, il y en a 55% qui rentrent dans les participations aux bénéfices de nos assurés, où c'est mélangé avec des actifs qui sont en plus-value, comme les actions ou les obligations. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que ça représente 2,2 milliards d'euros dans nos 610 milliards d'euros d'actifs, et que la probabilité qu'on fasse une perte sur ces actifs, elle est vraiment extrêmement distante. Et donc, les baisses de cours qu'on a pu observer dans les dernières semaines sont sans commune mesure avec ce qui s'est passé sur la valeur de nos portefeuilles. Je passe maintenant la parole à Henri Decastre et je vous remercie de votre attention. Bien, comme il n'y a qu'une slide à commenter, est-ce que tu crois que tu peux la faire passer? Je pense que je n'ai pas besoin de me redéplacer. Maintenant, je crois que c'est important, c'est de regarder quelles sont les perspectives. Et de ce point de vue-là, l'équipe d'AXA a une vision extrêmement, je dirais, sereine et positive de ce que vont être les évolutions dans nos métiers, quelles que soient les turbulences de court terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que la volatilité actuelle des marchés de crédit va avoir un impact significatif sur le rythme de développement de nos activités au total. En supposant que l'environnement économique global reste favorable, et vous avez vu ce que sont les prévisions de croissance du FMI pour l'année prochaine, on est toujours dans une croissance mondiale qui est aux alentours de 5%. Même si ça décélérait un tout petit peu, on serait quand même à des niveaux générationnellement élevés. Je pense que nos marchés continuent d'être des marchés en croissance, que nos métiers continuent d'être des métiers à forte croissance. On pense que la valeur des affaires nouvelles dans les activités vie, épargne, retraite va progresser à un niveau qui va être entre un chiffre à un niveau élevé ou plus probablement deux chiffres. On pense que le ratio combiné en assurance dommage sur le second semestre devrait s'améliorer marginalement parce qu'il y a quand même eu une partie plus que proportionnelle de catastrophes naturelles dans la première partie de l'année. Et on pense qu'en gestion d'actifs, il n'y a pas que les SICAV monétaires, il y a tout le reste et que par conséquent, le rythme de croissance devrait rester un rythme de croissance significatif. Donc au total, on considère qu'on est bien aligné sur l'objectif 2012, qu'on devrait avoir une croissance à 2 chiffres de notre résultat opérationnel. Et on voudrait utiliser cette période dans laquelle, je dirais, les marchés nous semblent faire preuve d'un petit excès de pessimisme, certainement en ce qui concerne le cours des titres, pour accélérer notre programme qu'on appelle neutralisation de la dilution, qui est en fait un programme de rachat d'actions. Et on va racheter 45 millions d'actions AXA entre maintenant et la fin de l'année. Donc vous voyez, au total, c'est un paysage dans lequel vous avez des résultats qui sont forts au premier semestre, une intégration de Winterthur qui se passe bien, un développement qui se poursuit aussi bien en interne qu'en externe, et une vision du futur qui est une vision relativement sereine. Je crois que quand on est un acteur de la taille d'AXA, avec des cash flows positifs, avec des gains de part de marché partout, les situations dans lesquelles la mer est un peu forte sont des situations qui vous offrent l'opportunité de faire une différence un petit peu plus forte avec les autres. Donc je crois qu'il faut être tout à fait serein et détendu. Voilà, on est prêt pour les questions. Ya.
Bonjour, plusieurs questions en ce qui concerne cette crise subprime. AXA IM a offert à ses clients de reprendre la participation de certains fonds du secteur ABS ou money markets. À ce jour, aujourd'hui, quel volume avez-vous repris dans vos propres comptes? Et est-ce que ça signifie un risque pour votre bilan parce que pour le moment, vous n'avez pas de prix pour l'actif qui sont dans cette fonds-là? Deuxième question, Monsieur Devin, vous n'avez pas commenté en ce qui concerne le asset management, le baisse chaque fois dans le ratio exploitation opérationnelle Allianz Bernstein 0,7 points et AXA IM presque 3 points. Ça s'explique comment? Et troisième question, en ce qui concerne la valeur du marché aujourd'hui de vos engagements dans cette classe des actifs. Si je me souviens correctement, aussi IKB a investi dans le papier AAA, AA, et ça ne peut pas empêcher d'avoir des pertes abyssales dans cette classe-là. Je ne veux pas céder à panique, mais je veux savoir, parce que le 27 juillet, c'est assez longtemps, quelle est aujourd'hui le pourcentage de valeur aujourd'hui? Merci. Alors, donc sur les ratios d'exploitation, j'ai peur qu'il y ait eu un petit malentendu. Le ratio d'exploitation, si le ratio d'exploitation baisse, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les frais, les dépenses par rapport à les dépenses sont plus faibles et donc la marge est plus élevée. Donc si on revient aux pages correspondantes, qui sont les pages 34 et 35, une autre manière... Non, pardon, oui, j'aurais préféré avoir d'abord la page 34 et la page 35. Voilà, donc page 34 de la présentation, le ratio d'exploitation baisse de 0,7 points. Ça veut dire que la marge passe de 31% à 32% pratiquement. Et de la même manière sur AXA Investment Managers, la marge passe de 31,4% à 34,3%. Donc c'est une augmentation de la marge qui est liée à des efforts de productivité, liés au fait que les dépenses augmentent moins vite que les recettes. D'accord ? Sur le sujet, alors effectivement le slide, je suis désolé de vous faire cette manipulation, mais je veux bien le slide sur Libor Plus. À ce jour, AXA IM a racheté à peu près 300 millions d'euros d'actifs à des investisseurs qui ont souhaité sortir de ce fonds parce que vous dites c'est pas possible de faire un prix, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'effectivement les actifs ont très peu de liquidités, mais on finit toujours par trouver un prix. Et ça nous paraissait bien sur des fonds de cette nature de continuer à offrir la liquidité aux investisseurs qu'ils souhaitaient, tout en leur disant que ce n'était pas leur intérêt de sortir. Donc on a dit à tous nos investisseurs, AXA IM a dit à tous ces investisseurs, ça n'est pas votre intérêt de sortir parce que le prix ne reflète pas la réalité économique et nous pensons que les actifs, lorsque ils viendront à maturité, seront remboursés. Et peut-être même qu'avant qu'ils viennent à maturité, il y aura à nouveau un marché rationnel sur ces actifs. Mais si vous voulez sortir, on vous fait le vrai prix. Et donc, les investisseurs qui ont choisi de sortir sont sortis avec des prix qui étaient en diminution de 11 à 25%, ce qui est désagréable pour eux, mais on leur a dit que ce n'était pas leur intérêt de sortir. Et AXA Investment Managers est rentré au prix auquel les investisseurs étaient sortis. Et donc, AXA Investment Managers a une petite perte latente parce que a commencé à investir quand la décote était à moins 11 et elle continue à investir quand la décote est à moins 25, mais il s'agit de quelques millions d'euros, c'est des très petites sommes. Sur cette affaire, moi, je voudrais faire un commentaire plus général. Il me semble que quand on est un investisseur institutionnel comme nous, bon, d'abord, il faut rappeler les montants d'actifs gérés et les montants d'actifs concernés. Au total, le groupe gère 1400 milliards d'euros. Le sujet Libor Plus, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Bon, donc c'est pas... un peu moins. Et aujourd'hui, un petit peu moins. Donc c'est un sujet ponctuel. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des responsabilités à l'égard du marché, à l'égard des clients. Il me semble qu'il y a 3 éléments extrêmement importants dans la ligne de conduite. C'est la transparence absolue,
c'est la réactivité immédiate et c'est le conseil donné aux clients. Sur cette affaire, on a été d'une transparence absolue, c'est-à-dire qu'on a tout dit, tout expliqué. On a été d'une réactivité immédiate, c'est-à-dire qu'on a mis le sujet sur la table dès qu'il est apparu. On trouve que c'est mieux que d'attendre pour le faire. Troisième sujet, ça me semble très important, on offre à nos clients des solutions et on leur donne des conseils. Comme l'a dit Denis, si les gens ont absolument envie de sortir, on leur fait la liquidité, mais on leur conseille de ne pas sortir parce qu'on leur dit attention, on est dans une situation dans laquelle, quand on regarde la réalité économique de la valeur des titres sous-jacents, il y a un écart très fort entre la réalité économique et le prix instantané de marché. Et votre intérêt normal, c'est pas de sortir au moment où cet écart est fortement négatif. Donc il me semble qu'on a fait les trois choses. Et ce que je dirais, c'est que à l'inverse, je trouve qu'il ne faut pas paniquer dans des situations de marché comme ça. Les opérateurs avisés sont des opérateurs qui ont des opportunités très importantes parce que cette crise du subprime, pourquoi est-ce qu'elle inquiète tout le monde? Parce qu'on sait qu'il y a une dégradation des conditions de crédit aux États-Unis, parce que les prix de l'immobilier cessent de monter, qu'il y a des gens à qui des maisons ont été vendues alors qu'ils n'avaient pas les revenus pour payer les intérêts ou les remboursements de principal. On sait que dans ces conditions-là, la seule chose qui garantissait les crédits, c'était la valeur des maisons, et que si la valeur des maisons commence à baisser, les principaux sont menacés. Ce n'est pas la totalité du marché immobilier américain. Et ce qui inquiète le marché, c'est que comme ces prêts ont été mis dans des véhicules, on a pris tout un tas de prêts individuels, on les a mis dans des enveloppes, et puis ensuite on a redécoupé ces enveloppes en tranches, etc., etc. Le marché a le sentiment qu'il va y avoir une perte sur l'actif réel dessous, un peu plus forte que ce qui était prévu, c'est normal en période de crise immobilière. Mais ce qui inquiète surtout le marché, c'est qu'il y a un tuyau à l'entrée qui est la perte sur le principal sur les différents prêts, et il ne sait pas par quel tuyau et à quelle ampleur ça va sortir à la sortie. Parce que comme les instruments ont été transformés, moulinés, mis dans des véhicules différents, vendus à des investisseurs différents, le marché a le sentiment d'être dans un espèce de jeu de hasard dans lequel on a rentré des pertes dans le système et on ne sait pas par quel tuyau elles vont sortir. Bon. Est-ce qu'elles vont être partout? Est-ce qu'elles vont être très concentrées sur certains acteurs? On est dans un phénomène d'inquiétude. Les acteurs rationnels, ils doivent savoir analyser exactement quelle est leur exposition. Et s'il y a des écarts trop forts entre le prix instantané que donne le marché et la valeur qu'on estimait de celle du sous-jacent, c'est aussi une opportunité de réinvestissement. Des acteurs comme nous ont trouvé depuis quelques années que les taux d'intérêt longs étaient artificiellement faibles et que les primes de risque étaient artificiellement faibles. On est en train de manière violente, donc ça déstabilise un certain nombre de gens, de revenir à des taux d'intérêt qui sont plus conformes aux trends de long terme et à des spreads, c'est-à-dire à une rémunération du risque qui est plus conforme à ce qui doit exister dans le long terme. On va quand même pas expliquer que c'est un désastre. Ça se produit de façon violente et ça prend un contre-pied à un certain nombre de gens qui ignoraient ce mécanisme. Certes, mais à long terme, ça veut dire qu'un certain nombre de mécanismes de stabilisation se mettent en place dans l'économie. C'est plutôt une bonne chose. Donc je crois qu'il ne faut pas, même s'il y a des turbulences à court terme, je crois qu'il ne faut pas paniquer. Je réponds enfin à votre dernière question. En tout cas, j'essaie d'y répondre. On vous donne la valeur de ce portefeuille au 27 juillet. Bon, donc on a fait l'effort de l'updater un mois plus tard que la date de clôture des comptes. Et vous voyez que l'écart, c'est le passage de 99,7% à 98,6%. Alors on peut vous donner les prix tous les jours, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et quand même, au 27 juillet, on était au cœur de la crise et beaucoup de l'écart de prix s'était fait. Il y a eu encore une petite baisse depuis, après ça a remonté, et les prix vont changer tous les jours. Mais ça n'a aucun impact. Sachant qu'il y a eu un point de baisse entre fin juin et fin juillet, même s'il y avait un point supplémentaire de baisse, seulement 17% du total va dans le compte de résultat, et encore via une participation aux bénéfices, il n'y en a qu'une partie qui va pour le compte des actionnaires. Et je pense que vous vous référiez à un autre acteur de marché. Je pense qu'il y a une différence entre les portefeuilles qui est que chaque semaine, les agents, ou tous les 15 jours, en ce moment, les agents de notation dégradent
des centaines de papiers, des centaines de tranches qui passent de 3A à 2A, de 2A à 1, etc. Nous, sur notre portefeuille, il n'y a pas eu de changement de la notation de crédit sur les papiers. Donc, on n'est pas du tout inquiet. On pense que c'est des portefeuilles qui sont très bien gérés par des équipes très professionnelles. Et notre métier, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, j'aurais dû commencer par ça. L'assurance, c'est un métier qui a un cycle inversé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'on reçoit l'argent et ensuite on rend la prestation. C'est la différence de beaucoup d'autres métiers où on rend la prestation et on reçoit l'argent. On fabrique les produits et on reçoit l'argent quand on a fini de les fabriquer. Nous, c'est l'inverse. On commence par recevoir de l'argent et ensuite on rend la prestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est extrêmement liquide. On a des masses de liquidités, on a des dizaines de milliards de liquidités. Donc cette liquidité, c'est une des manières pour nous d'obtenir du rendement, c'est de ne pas payer la prime de liquidité, donc d'investir dans les actifs moins liquides. Bon, ben, ces instruments dits asset-based securities sont des actifs moins liquides qui représentent une partie de notre portefeuille et c'est normal pour nous d'investir dans cette classe d'actifs. Ensuite, il faut bien le faire et il se trouve qu'il y a dans AXA Investment Managers une équipe extrêmement professionnelle qui s'appelle l'équipe de Structured Finance, qui est très professionnelle dans ce domaine-là, qui vend ses produits à AXA, mais aussi à des concurrents, et qui a un track record de performance tout à fait exceptionnel. Et on est très heureux d'être investi là-dedans, et on va continuer à investir, et de plus en plus, parce qu'il y a aujourd'hui des perturbations de marché qui sont des opportunités d'investissement et qu'on va saisir. C'est pour moi, mais c'est pas, c'est quelque chose de significatif depuis. C'est ça. C'est une variation qui n'est pas d'une ampleur supérieure à la variation qui s'est passée entre fin juin et fin juillet. Et je sais pas tout. Je peux pas vous dire, ça change tous les jours. C'était moins bien il y a 2 jours que ça n'est aujourd'hui. Donc, je veux dire, on va pas faire une conférence de presse tous les jours pour vous dire qu'il s'est passé +1, -1 sur ce portefeuille. Oui, attendez, le micro arrive. Excusez-moi, sur ce fameux portefeuille qui fait maintenant 500 millions au 3 août, il faisait combien fin juin, tout simplement? Le portefeuille donc là, on passe complètement du sujet du portefeuille des compagnies d'assurance pour revenir sur les 2 fonds Libor Plus d'AXA Investment Managers. Les 2 fonds Libor Plus d'AXA Investment Managers avaient à fin juin à peu près 1,2 milliard de dollars, ce qui fait un peu plus de 900 millions d'euros. Voilà. À peu près un petit milliard d'euros. Voilà. Oui, mais il faut que tu donnes l'évolution entre les retraits et la baisse de valeur. Il y a eu à peu près, si vous voulez, il y a eu à peu près 300 millions de retraits et il y a eu 300 millions d'euros de retraits et à peu près 200 millions d'euros de baisse de valeur. Est-ce que vous avez fait j'imagine, des scénarios noirs sur ce que ça pourrait in fine vous coûter, y compris en termes de résultats? Oui, on pense que on va avoir un taux de rendement interne sur ce portefeuille positif de l'ordre de 20%. Parce qu'on a conseillé aux clients de ne pas vendre. Ceux qui ont vendu ont choisi de vendre. Ceux qui n'ont pas vendu, nous pensons qu'ils vont retrouver leur argent. Okay. Et pour passer, excusez-moi, à un tout autre sujet, quel était votre montant de plus-value sur l'année que vous aviez annoncé? 800 millions à 1 milliard d'euros. Merci. Autre question? Oui, devant. Oui, bonjour, Adam Jones, Financial Times. Après les inondations britanniques, attendez-vous une diminution dans le nombre de maisons que vous êtes prête à assurer à cause des risques plus élevés d'inondation? Non, alors c'est une très bonne question. Il faut qu'on remette tout ça en perspective avec ce qui se passe sur le climat. Et bon, il y a indéniablement
une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles. Ensuite, il y a une discussion pour savoir si ça vient des activités humaines ou si c'est juste un cycle. Mais il y a une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles. Et comme dans le monde, la richesse a tendance à se concentrer sur des nombres de zones géographiques limitées, et en particulier sur les zones qui sont les zones côtières ou les zones le long des fleuves, parce que c'est les zones qui facilitent le plus la circulation. Non seulement la fréquence, mais la sévérité des événements est plus forte. Si vous prenez les tempêtes de la Nouvelle-Orléans, il y a 2 ans, si elles s'étaient passées 100 ans avant, il y avait beaucoup moins de concentration de valeur, parce qu'il y avait beaucoup moins de développement économique dans ces zones-là. Donc l'augmentation des fréquences entraîne couplée à une augmentation de la sévérité, ça fait davantage de catastrophes. Il faut en tenir compte dans les prix. Donc on va indéniablement voir, et on voit déjà d'ailleurs, sur l'ensemble de l'Europe, une augmentation des prix de l'assurance dommage. C'est la réalité économique. En assurance automobile, parce que les fréquences d'accidents diminuent et parce que la sévérité des accidents diminue grâce aux efforts faits en matière de sécurité routière et de prévention, les prix pour les consommateurs ont tendance à baisser. En matière d'assurance habitation, parce que la fréquence des événements et leur sévérité est plus forte, les prix ont tendance à monter. L'assurance, c'est un métier de répartition. Donc la première réponse que je vous ferai, c'est de dire plutôt tout ceci va avoir une influence sur les tarifs. La deuxième réponse que je vous ferai, c'est normal quand on est assureur de payer des sinistres, on est là pour ça. Je veux dire, ces périodes de catastrophes, c'est une manière de montrer à nos clients, bien sûr on ne les leur souhaite pas, mais quand ils ont subi ces catastrophes, c'est une manière de montrer à nos clients pourquoi le métier est utile, pourquoi il sert et pourquoi il peut leur apporter une prestation. Alors, il y a un petit point quand même dans ce que vous dites qu'il faut préciser, c'est que l'augmentation de la fréquence de ces catastrophes nous conduit à avoir une analyse des risques plus précise. Et il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a eu des développements immobiliers, je dirais pas toujours compatibles avec les réglementations sur les risques de catastrophes naturelles. Alors je ne vais pas prendre l'Angleterre, mais je vais prendre l'exemple du marché français. Il y a eu des zones dans le sud-est de la France où des gens ont construit des maisons dans des zones dont ils savaient que c'était des zones inondables. Eh bien, il me semble normal que les gens... Alors d'abord, ça renvoie à une question sur la rigueur d'application de la réglementation dans un certain nombre d'endroits. On ne peut pas à la fois dire que des zones sont inondables et ensuite laisser les gens construire n'importe comment. Et si les gens construisent dans des zones inondables, quand je dis inondable, ça ne veut pas dire que... particulièrement inondable et particulièrement dangereuse. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'ils aient du mal à trouver une couverture d'assurance. Mais ça ne concerne qu'une infime minorité des gens. Il ne faut pas que juste parce qu'ils ont été inondés une fois, des clients aient le sentiment qu'ils ne seront plus jamais assurés. Ce n'est pas vrai. Il y a des cas très ponctuels dans lesquels des gens ont pris des risques alors qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de construire. Derrière, il est normal qu'ils aient du mal à trouver de la couverture. Bon, pour la grande majorité des gens, ça va simplement se traduire par une nécessité de mieux réfléchir sur ce qu'est la couverture qu'ils ont, de mieux réfléchir sur est-ce que la police d'assurance que j'ai achetée est bien ce qui me convient. Et pour nous, c'est une incitation à donner davantage de conseils. Et bien sûr, si les fréquences continuent d'augmenter, ça va se traduire par des augmentations de prix. C'est ce que vous disiez, Denis, tout à l'heure. Là, le drapeau anglais sur la partie household, il était plutôt dans des baisses de tarifs. Je n'ai aucun doute sur le fait, d'ailleurs les grands acteurs du marché anglais l'ont déjà annoncé, l'année prochaine, les prix vont monter. Un point de précision. On a une part de marché en assurance habitation en Angleterre au Royaume-Uni qui est relativement faible, de l'ordre de 4%. En revanche, on a une part de marché importante de l'ordre de 13% en assurance des petites et moyennes entreprises. Vous pensez peut-être d'abord au sujet des habitations inondées, mais il y a aussi beaucoup de dommages aux petites entreprises. Et pour nous, ça sera l'essentiel du coût de ces dommages, de ces inondations, ça sera sur la partie petites entreprises. Bien sûr, on chiffre le coût des inondations. Il est dans les comptes au 30 juin pour la partie mois de juin et il sera dans les comptes du deuxième semestre pour la partie juillet. Ça fait à peu près 115 ou 120 millions d'euros pour le 30 juin pour les inondations du Royaume-Uni. Bonjour, je suis Carl Gupta de l'agence Reuters. J'avais juste une question sur Friends Provident, l'assureur britannique. Vous êtes actionnaire important
dans le Friends Provident. Donc, pour vous, en tant qu'actionnaire, quelle est la meilleure solution pour Friends Provident? C'est leur accord avec résolution ou est-ce que comme... Pardon, je vous arrête tout de suite. C'est pas nous les actionnaires, c'est les gestions d'actifs. C'est les gestionnaires d'AllianceBernstein, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous êtes... AllianceBernstein, c'est une filiale d'AXA, donc... Oui, mais je vous rappelle qu'il y a une distinction entre les investissements des compagnies d'assurance et les investissements qui sont faits pour le compte des clients. Je ne sais pas pourquoi les gestionnaires... Et d'ailleurs, enfin, déontologiquement, je n'ai pas de raison de savoir pourquoi. Les gestionnaires d'actifs d'AllianceBernstein ont acheté des titres Friends Provident. C'est sûrement qu'ils trouvent que c'est un bon investissement. C'est à eux de répondre à votre question, c'est pas à moi. Okay, c'est effectivement votre participation à Friends Provident qui... Mais non, mais attendez, je vous corrige parce que j'aimerais bien qu'on dissipe une fois pour toutes cette ambiguïté. Ça n'est pas notre participation. Hein? Votre banque n'est pas propriétaire, ou alors ça vous surprendrait beaucoup, de l'argent que vous mettez sur votre compte courant. Hein? Si je ne sais pas où vous êtes, peut-être que vous êtes chez AXA Bank, mais j'espère que vous êtes chez AXA Bank. Mais si on interroge AXA Bank sur qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous, AXA Bank, vous allez faire de l'argent de monsieur X, vous seriez surpris que la banque réponde. Autre chose que ce que je vous dis là. Je vous dis, c'est l'affaire de monsieur X. Donc, c'est l'affaire des gestionnaires d'AllianceBernstein et de leurs clients. Et donc, il se passe qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Beneficial Ownership Reporting. Donc, nous devons reporter aux autorités boursières dans les différents pays où les sociétés sont cotées le total des titres détenus par les entités du groupe AXA, sans distinction de ce qui est pour le compte des compagnies d'assurance, donc pour compte propre, de ce qui est géré pour compte de tiers. Et en l'occurrence, il s'agit de gestion pour compte de tiers. Donc on n'a rien à voir avec ça. Et c'est ça qui fait l'ambiguïté. Mais c'est pour ça, enfin, votre question, merci de la poser, parce que c'est une bonne occasion de dissiper auprès de la presse cette ambiguïté. C'est pas parce qu'on dit AXA au titre du beneficial ownership à je ne sais combien de Friends Provident ou je ne sais combien de Lufthansa que AXA est un actionnaire actif de... Je veux dire, les seuls investissements sur lesquels on est une maîtrise opérationnelle, c'est les investissements des compagnies d'assurance. Le reste, c'est les investissements des clients. Votre politique des acquisitions au Royaume-Uni, ça n'a pas changé. Ça sera toujours les acquisitions, ce qu'on appelle bolt-on, de petite à moyenne taille. Rien n'a changé. Okay. Et dans ce qui concerne les rumeurs qui continuent à courir dans la presse britannique, AXA pourrait lancer elle-même une offre sur Friends Provident. Il y a deux choses qui sont constantes sur la City de Londres, c'est le fog et les rumeurs. Et puis une question tout à fait différente, si je peux revenir sur le sujet de subprime, est-ce que vous voyez aucun signe de contagion? Parce que vous dites que même s'il y a des turbulences en court terme, il ne faut pas paniquer, mais c'est effectivement ce qui se passe actuellement. Alors pourquoi est-ce que les investisseurs paniquent? Est-ce que c'est parce qu'ils voient des signes de contagion? Il y a toujours, enfin, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a été dans une période dans laquelle, enfin, lisez les analyses de fonds qui paraissaient il y a 6 mois ou 1 an. Les gens disaient, les taux d'intérêt longs sont à des niveaux historiquement très bas, les primes de risque sont à des niveaux historiquement très compressés. Et tout le monde se posait la question de la normalité de cette situation, du risque de retour de l'inflation. Bon, le risque de retour de l'inflation, il a été mitigé par le fait que les pays en développement ont une main-d'œuvre pas chère qui se met au travail et donc temporairement, ça exerce une pression sur les risques d'inflation. Bon. Puis il y a un moment où les banques centrales commencent à resserrer. On est depuis maintenant largement plus d'1 an dans une période ininterrompue de resserrement des conditions de crédit par les banques centrales. La Banque centrale américaine a monté ses taux, la Banque centrale européenne a monté ses taux. Donc la liquidité devient progressivement moins abondante que par le passé. Ça a un impact sur l'activité économique. Il y a un secteur dans lequel l'activité économique avait été... Il y a un pays et un secteur dans lequel l'activité économique avait été particulièrement forte et particulièrement au-delà de ce qu'est le trend de long terme. C'est l'Amérique, dans le marché immobilier. Bon. Quand le crédit était facile, un certain nombre d'acteurs ont prêté à des ménages américains pour acheter des maisons alors qu'ils savaient très bien que les revenus de ces ménages étaient insuffisants
pour rembourser le principal. Mais ils se disaient, c'est pas grave, si les gens arrêtent de payer, on saisira la maison et on la revendra. Et comme le prix de l'immobilier aura monté entre-temps, on ne risque pas de perdre trop d'argent. Bon. Quand le manège s'arrête, quand les prix de l'immobilier cessent de monter, quand les revenus des ménages ne progressent plus aussi vite qu'avant, il y a un accident. Bon, ce n'est pas un accident sur tout le marché, c'est un accident sur ces trucs-là. Comme ça s'est beaucoup développé, comme ça a été mis dans des instruments qui sont divers et variés chez des acteurs qui sont très nombreux, il y a une incertitude parce qu'on sait que la perte existe, on ne sait pas exactement chez qui elle est. Bon. Il nous semble qu'à court terme, le marché a une inquiétude un peu excessive, c'est-à-dire comme on ne sait pas exactement où elle est, on punit tout le monde. Ben, il y a un moment où il y a des gens qui auront été insuffisamment punis et des gens qui auront été excessivement punis. Ça va venir à un moment ou à un autre. Est-ce que ça risque d'avoir un effet sur le reste de l'économie? C'est probablement ce que les banques centrales et les autorités économiques regardent aujourd'hui avec beaucoup d'attention, parce que ce qui est un incident sur un segment de marché n'a pas de raison aujourd'hui d'affecter l'ensemble de l'économie mondiale. Pour l'ensemble de l'économie mondiale, le crédit est devenu un peu plus cher, bon, mais la demande, elle est toujours forte. Normalement, ça ne devrait pas, sauf si c'est une crise mal gérée, normalement, ça ne devrait pas avoir d'effet massif. Alors bien sûr, tous les gens qui vivaient de commissions sur ces activités, eh ben, ils vont avoir moins de commissions parce qu'il y a moins d'émissions. Il ne vous a pas échappé que le nombre d'émissions de subprime, que le nombre d'émissions de junk bonds, que le nombre de refinancements d'opérations de LBO, parce que c'est le deuxième secteur qui souffre, le refinancement du private equity. C'était très facile quand le crédit était très abondant avec des spreads faibles, c'est devenu plus faible. Bon, toutes ces opérations-là vont être un peu moins nombreuses. Les gens qui touchaient des commissions vont toucher un peu moins de commissions, mais la demande du consommateur final, pour l'instant, et l'investissement des entreprises, qui sont bien les deux drivers de la croissance économique à long terme, sont pour l'instant pas affectés du tout. Et en tant qu'investisseur institutionnel expérimenté, comment est-ce que vous pouvez comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé dans le passé avant? Oui. Ben écoutez, c'est une question très intéressante. Ça ressemble un peu, il y a des différences, mais ça ressemble un peu à la crise des junk bonds dans les années 90 et à l'excès de panique sur les marchés equity en 2003. Je pense que quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers, il y a une nouvelle formidable, c'est que ces marchés se sont à la fois développés, professionnalisés, et les instruments se sont multipliés. Donc loin de considérer que c'est un mal, moi je pense que c'est un bien parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités, indépendamment de la politique monétaire, indépendamment des masses monétaires, il y a bien davantage de moyens de monter des financements ou de trouver de la liquidité. Il y a 100 ans, quand vous vouliez des financements, vous alliez voir une banque qui portait la totalité de la chose sur son bilan. Bon, aujourd'hui, vous avez... Et puis c'était de la dette ou c'était des actions. Et il y avait deux catégories très différentes. Bon. Aujourd'hui, vous avez une multitude d'acteurs, vous avez une multitude d'instruments, vous avez une multitude de moyens de packager le risque de crédit ou le risque d'investissement sur des tranches de risques différents, sur des durations différentes, sur des acteurs différents. Ça s'appelle une granularisation ou une fluidification du marché. C'est une formidable bonne nouvelle. C'est ça aussi, on a besoin de marchés financiers fluides pour avoir une croissance économique forte. La contrepartie de ça, c'est que quand il y a un accident dans le système, il est plus difficile de mesurer d'où il vient. Quand vous aviez eu la crise de LTCM, qui est un autre élément comparable, pour la crise de LTCM, au fond, pour savoir quelles seraient les conséquences de la crise, les banquiers centraux, ils avaient besoin d'appeler autour de la table pour discuter, un peu plus d'acteurs qui n'en auraient appelé au début du XXe siècle dans la crise du Kreditanstalt, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les banquiers centraux sur LTCM, je ne sais pas quel était le nombre exact, mais ils ont probablement réuni 60 ou 80 banques pour traiter le sujet, et ils l'ont bien traité. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que, justement, à cause de toute cette transformation, on ne sait pas très bien où est passée la perte. Mais la contrepartie de ça, et nous, assureurs, c'est pour ça qu'on voit ça avec une certaine sérénité. Si c'est chez beaucoup plus d'acteurs et dans beaucoup plus d'instruments, ça veut dire que c'est mutualisé. Et donc, quelque part, et je ne veux pas être caricatural, mais je voudrais vous donner une image simple. La crise, il y a 50 ou 100 ans, avec des marchés beaucoup moins développés, les crises très graves, c'était un gros éléphant qui mourait brutalement, et l'effondrement de ce gros éléphant,
créé une onde de choc dévastatrice dans l'ensemble du système. Parce que la perte était très concentrée sur un très gros acteur ou quelques très gros acteurs et ça risquait d'avoir des conséquences massives. Aujourd'hui, il nous semble que pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il y a, j'allais pas dire des petites souris, mais enfin disons quand même des petites souris, beaucoup de petites souris qui perdent un peu de poids, et puis quelques animaux de taille moyenne qui ont des vrais ennuis. Mais ce n'est pas vraiment une crise, enfin pour l'instant, ce n'est pas vraiment une crise systémique, c'est un ajustement qui était nécessaire sur un marché qui était overheated. Et la capacité d'absorption du système, si tout cela est bien surveillé, nous semble assez bonne. Hein. Les résultats des entreprises, enfin regardez les facteurs économiques fondamentaux. Les résultats des entreprises sont très élevés. Leurs structures de bilan sont des structures de bilan saines. La demande des consommateurs est une demande forte. À la fin de l'année dernière, quand vous interrogiez les gens sur quel est le risque macroéconomique le plus fort, ils disaient c'est une récession aux États-Unis qui générerait un effondrement de la croissance dans les pays émergents. Hein? On se demandait à quel point la croissance des pays émergents était liée à la croissance américaine. Qu'est-ce qu'on constate depuis le début de cette année? On constate depuis le début de cette année que la croissance américaine ralentit, mais ce n'est pas une récession, ou c'est pas une récession, et que la croissance reste forte dans les pays émergents. Donc tout ça conduit à une croissance mondiale qui reste forte, et la situation de croissance de l'Europe est bonne. Donc quand on prend la helicopter view sur est-ce que tout ça est grave ou est-ce que c'est pas grave, c'est sûrement grave pour un certain nombre d'acteurs, c'est sûrement grave sur certains segments de marché, mais je ne crois pas que ça remette en cause le modèle de développement que l'on constate depuis que le monde s'est ouvert et depuis la vraie globalisation, c'est-à-dire un développement dans lequel des marchés financiers de plus en plus sophistiqués, profonds et pourvoyeurs de liquidités sur toutes les échéances, sur toutes les formes et sur tous les risques, alimentent une croissance mondiale drivée par une augmentation des besoins des consommateurs et des résultats des entreprises qui sont sains. Donc peut-être que ça fera passer la croissance mondiale de 5 à 4, j'en sais rien, mais je ne vois pas... Enfin, j'ai peut-être tort, hein, j'en sais rien, c'est juste mon avis personnel. Je ne crois pas qu'on soit menacé d'une récession grave parce que quelques fonds de subprime vont faire de mauvaises affaires. À l'inverse, je pense que dans ces situations de marché, un certain nombre d'acteurs vont gagner beaucoup d'argent. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la crise des junk bonds, si vous regardez ce qui s'est passé au moment où les marchés actions se sont effondrés, les acteurs qui étaient des acteurs vraiment professionnels et qui étaient des mains longues ont gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai lu ce matin, il me semble que c'était le FT, où on expliquait que certains hedge funds avaient des performances qui étaient positives de 300% depuis le début de cette année. Donc, oui, il y a des gens qui perdent de l'argent, il y en a aussi qui savent mesurer ce que sont les inefficiences et qui peuvent en gagner. Pardon de cette très longue réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, on va lever la séance. Merci beaucoup.